Après notre mariage, nous avions décidé de vivre de manière indépendante, mais ma belle-mère autoritaire a commencé à répandre des rumeurs disant que je lui volais son fils. Ainsi nous avons annulé notre grande cérémonie de mariage. Je m'appelle Zoé, j'ai 25 ans, et je suis fiancée à mon compagnon Renaud, 27 ans. Depuis environ 6 mois, nous sommes ensemble depuis 4 ans et vivons dans notre propre appartement depuis 3 ans. Nous sommes impatients pour notre mariage prévu pour le mois prochain. Renaud et moi nous sommes rencontrés à l'université dans le même groupe de travail pour notre cours d'économie. Je me souviens avoir été attirée par son esprit vif et son rire communicatif au début. Nous étions amis, prenant souvent un café après les séances de travail, mais il n'a pas fallu longtemps pour que nous réalisions qu'il y avait quelque chose de plus entre nous. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans une pizzeria locale où nous avons passé des heures à discuter. Bien après avoir terminé notre repas, la famille de Renaud est très soudée. Ses parents, David, 53 ans, et Karine, 50 ans, possèdent une boulangerie renommée localement, appelée 12 Souvenirs, une entreprise familiale depuis 3 générations connue pour ses pâtisseries délicieuses et son atmosphère chaleureuse. Renaud a grandi en aidant dans la boulangerie, et certains de ses meilleurs souvenirs d'enfance sont de pétrir la pâte avec son père ou de décorer des biscuits avec sa mère. Il habite une grande maison de style victorien qui est dans leur famille depuis des générations. C'est une belle maison avec une grande terrasse et un vaste jardin, où ils organisent souvent des barbecues familiaux. En été, Renaud a 2 frères et sœurs, une sœur aînée Margot, 29 ans, mariée et mère d'une fille de 2 ans, et un frère cadet Martin, 24 ans, qui est encore à l'université et étudie le commerce dans l'intention de reprendre la boulangerie familiale. Quand Renaud et moi avons commencé à nous fréquenter, je m'entendais très bien avec sa famille. Karine était toujours chaleureuse et accueillante, m'invitant souvent au dîner du dimanche et me montrant quelques-unes de ses recettes familiales secrètes. J'aimais passer du temps avec eux lors des fêtes et des réunions de famille. Je viens d'une petite famille avec seulement mes parents qui habitent à quelques heures de route, alors j'appréciais vraiment l'énergie joyeuse de la grande famille de Renaud. Je garde des souvenirs inoubliables de mon premier dîner de fête avec eux. Karine avait préparé un véritable festin. Chaque membre de la famille avait contribué. Margot avait fait son fameux gratin de haricots verts, Martin s'occupait de la purée, et Renaud et moi étions responsables des tartes à la citrouille. Tout était chaotique et bruyant avec les cousins, les tantes et les oncles, mais c'était aussi rempli de rire et d'amour. Je me disais combien Renaud avait de la chance d'avoir grandi dans un environnement aussi chaleureux. Cependant, tout a commencé à changer lorsque nous avons annoncé nos fiançailles. Renaud a fait sa demande lors de notre 3e anniversaire en me ramenant à la pizzeria, où nous avions eu notre premier rendez-vous. Il avait organisé avec le propriétaire, un ami de la famille, pour que les mots "veux-tu m'épouser" soient inscrits en rondelles de pepperoni sur notre pizza. C'était un peu drôle mais romantique et parfait pour nous. Nous étions sur un petit nuage et impatients de partager la nouvelle avec nos familles. Mes parents étaient ravis et nous ont immédiatement offert leurs félicitations et leur soutien. La famille de Renaud semblait heureuse au début. Karine nous a serrés dans ses bras et David a ouvert une bouteille de champagne pour célébrer, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué une certaine tension. Karine faisait des commentaires sur le fait qu'elle était ravie que je devienne officiellement membre de la famille et qu'elle aimerait que nous soyons toujours ensemble. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous avons compris ce qui se passait. Nous dînions avec ses parents quand Karine a mentionné qu'elle pensait redécorer la chambre d'enfance de Renaud pour nous. Au début, nous étions confus, mais cela nous a frappés soudainement. Ils supposaient que nous emménagerions dans leur maison familiale après le mariage. Nous étions sous le choc car nous n'avions jamais discuté de cela avec eux et avions toujours prévu de continuer à vivre dans notre propre appartement. Quand nous leur avons expliqué notre intention de rester dans notre appartement, Karine s'est montrée bouleversée et déçue. Elle ne comprenait pas pourquoi nous ne voudrions pas vivre avec eux, insistant sur le fait que cela avait du sens financièrement, et pour maintenir les liens familiaux. Au début, elle laissait des indices subtils, commentant que la maison se sentait vide avec seulement elle et David, ou combien il serait plus facile d'économiser sans payer de loyer. Mais plus le mariage approchait, plus la pression augmentait. Karine a commencé à parler de la préparation de la chambre de Renaud, achetant de nouveaux rideaux et de la literie, et disant à quel point elle était heureuse de partager les petits déjeuners et dîners en famille chaque jour. Nous avons essayé de lui rappeler gentiment que nous avions notre propre appartement, mais elle balayait cela d'un revers de main, en disant des choses comme "vous changerez d'avis quand vous verrez comme ce sera agréable". Les choses ont atteint un point critique la semaine dernière quand nous avons eu un dîner chez les parents de Renaud pour discuter de certains détails du mariage. Sa sœur Margot, son mari et leur fille ainsi que Martin étaient là. Tout semblait bien se passer au début. Chacun discutait de la petite de Margot et des études de Martin, mais Karine a de nouveau soulevé le sujet, demandant quand nous allions déménager nos affaires chez eux. Quand nous avons fermement répondu que nous ne déménagerions pas, elle est devenue visiblement contrariée. La pièce est tombée dans le silence et tout le monde nous regardait. David a essayé de la calmer, mais elle a lancé un long discours sur les valeurs familiales, accusant Renaud et moi de les abandonner et disant que la famille devrait rester soudée. Elle nous a traités d'égoïstes, affirmant que si nous aimions vraiment la famille, nous n'envisagerions même pas de vivre ailleurs. Elle a pris pour exemple Margot et son mari qui vivaient également dans la maison familiale et a dit que le plan avait toujours été que tous ses enfants habitent ensemble sous le même toit. Elle est même allée jusqu'à dire que si nous les aimions vraiment, nous ne penserions même pas à vivre ailleurs. Renaud a essayé d'expliquer que nous aimions la famille, mais que nous valorisions notre indépendance et notre intimité. Il a parlé de la vie que nous avions construite ensemble dans notre appartement, de nos routines et de notre espace personnel. Il leur a assuré que nous continuerions à les voir souvent et à participer aux activités familiales, mais que nous pensions qu'il était important de commencer notre vie de couple dans notre propre maison. Alors Karine s'est tournée vers moi et m'a accusé de monter Renaud contre sa famille. Elle a affirmé que j'étais égoïste de vouloir l'éloigner d'eux et que je ne comprenais clairement pas l'importance de la famille. J'étais choquée et blessée par ces paroles car j'avais toujours essayé de respecter d'être aimable avec eux. Jamais je n'avais suggéré à Renaud que nous ne devrions pas vivre avec sa famille. Cela avait toujours été une décision commune. Le dîner s'est terminé sur une note amère avec Karine qui refusait de nous parler pour le reste de la soirée. En partant, David a pris Renaud à part et lui a dit qu'il devait réfléchir à ses priorités et qu'ils étaient très déçus de nous. Renaud était visiblement bouleversé par cette conversation et le trajet du retour s'est fait en silence. Chacun
Perdus dans ses pensées depuis lors, nous recevons des appels et des messages quotidiens de différents membres de la famille, tous essayant de nous convaincre de changer d'avis. Margot, qui vit à la maison avec son mari et sa fille, nous a appelés pour nous dire combien il est merveilleux d'avoir le soutien familial et que nous faisons une erreur. Elle a raconté à quel point il est utile d'avoir ses parents pour l'aider avec le bébé et combien d'argent ils économisent en ne payant pas de loyer même. Martin, qui est à l'université, nous a envoyé un long message dans lequel il nous reproche de briser le cœur de leur mère. Renaud est très partagé, il aime profondément sa famille et déteste les décevoir, mais il veut aussi commencer notre vie de couple dans notre propre espace. Il a toujours eu une relation spéciale avec sa mère, et la voir si contrariée par lui maintenant est un coup dur pour lui. De mon côté, je me sens coupable et stressée, me demandant si je suis la cause de cette rupture familiale. Mais en même temps, je trouve injuste qu'ils s'attendent à ce que nous renoncions à notre indépendance simplement parce que c'est ce qu'ils veulent. Je repense souvent à tous les projets que Renaud et moi avons pour notre avenir, à l'idée d'acheter éventuellement notre propre maison et peut-être d'avoir un chien. Aucun de ces projets n'impliquait de vivre avec ses parents. Notre mariage est dans quelques semaines à peine et cette situation jette une ombre sur ce qui devrait être une période heureuse. Les parents de Renaud menacent de ne pas assister au mariage si nous ne sommes pas d'accord pour emménager avec eux. Ils affirment que si nous maintenons cette décision, cela prouve que nous ne valorisons pas la famille. Ils ne soutiendront pas notre union. Nous sommes tous deux stressés et ne savons pas comment gérer cette situation sans risquer de complètement aliéner sa famille. Renaud a essayé de parler en tête-à-tête avec son père, espérant qu'il serait plus raisonnable, mais David continue de dire que Karine est profondément blessée et qu'en tant que mari, il doit être à ses côtés. Je ne veux pas être la raison pour laquelle Renaud perd sa relation avec sa famille, mais je ne veux pas non plus commencer notre mariage en cédant à leurs exigences. Nous sommes tous les deux fermes dans notre décision de vivre seuls, mais la culpabilisation constante et la manipulation émotionnelle commencent à peser sur nous. Renaud a du mal à dormir et je peux voir qu'il est constamment stressé. Nous avons envisagé de reporter le mariage pour donner à tout le monde le temps de se calmer, mais nous avons déjà versé des dépôts non remboursables et envoyé les invitations. De plus, il nous semble injuste de mettre notre vie en pause à cause de ce désaccord. Je ne sais pas quoi faire à ce stade. Devons-nous maintenir notre position et risquer de nuire à notre relation avec la famille de Renaud, ou devons-nous céder pour préserver la paix même si cela signifie sacrifier notre indépendance? Cela fait environ 2 semaines depuis notre dernière mise à jour et malheureusement la situation ne s'est pas améliorée. Renaud et moi avons décidé de rester fermes dans notre décision et de ne pas céder aux exigences de sa famille pour emménager avec eux. Après le mariage, nous pensions qu'en restant respectueux mais déterminés, il finirait par accepter notre choix. Nous avions tort. Le week-end dernier, nous avions prévu une petite fête de fiançailles avec quelques amis proches et avions invité la famille de Renaud en espérant que ce serait une occasion de rétablir la paix. Nous avons passé des jours à préparer cet événement, à nettoyer notre appartement de fond en comble et à cuisiner les plats préférés de la famille de Renaud. J'ai même fait la fameuse tarte aux pommes de Karine, espérant qu'elle serait un symbole de réconciliation. À mesure que l'heure de la fête approchait, nous n'arrêtions pas de jeter un coup d'œil vers la porte, espérant voir arriver la famille de Renaud. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, il devenait évident qu'il ne viendrait pas. Plus tard, nous avons appris que Karine avait organisé un dîner familial à la même heure que notre fête, forçant ainsi les frères et sœurs de Renaud et d'autres membres de la famille à choisir entre nous et elle. Ce geste a profondément blessé Renaud. Il avait tenté de joindre ses parents et ses frères et sœurs toute la semaine, laissant des messages vocaux et envoyant des textos, mais ils l'ont soit ignoré, soit répondu de manière froide et distante. Réaliser qu'ils iraient jusqu'à boycotter notre fête de fiançailles et adresser le reste de la famille contre nous a été un véritable choc pour lui. Je me souviens du moment où Renaud a compris qu'il ne viendrait pas. Il se tenait près de la fenêtre scrutant la rue, et lorsque notre dernier invité est arrivé et qu'il n'y avait toujours aucun signe de sa famille, j'ai vu l'espoir s'éteindre dans ses yeux. Il a fait bonne figure pour nos amis, mais je pouvais voir combien il souffrait. Le lendemain de la fête, la tante de Renaud, sœur de Karine, lui a téléphoné. Elle lui a dit que Karine racontait à tout le monde que je manipulais Renaud, que je l'éloignais de sa famille et que je lui interdisais explicitement d'avoir des contacts avec eux. Selon Karine, j'étais jalouse de la relation étroite de Renaud avec sa famille et j'essayais de l'isoler d'eux. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai. Renaud et moi avions toujours pris nos décisions ensemble et j'avais toujours encouragé sa relation avec sa famille. Renaud était furieux en apprenant cela. Il n'avait jamais été aussi en colère. Il a immédiatement appelé ses parents pour clarifier les choses. Karine a répondu au téléphone, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Renaud a perdu son sang-froid. Il a confronté à propos des mensonges qu'elle répandait, et a exigé de savoir pourquoi elle essayait de monter la famille contre nous. Karine s'est mise à pleurer, accusant Renaud de choisir moi plutôt que sa véritable famille, et disant qui lui brisait le cœur. Elle a évoqué tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui au fil des années, comment elle avait toujours mis ses enfants en premier, travaillé de longues heures à la boulangerie pour les soutenir, et comment elle avait toujours été là pour lui. Elle a affirmé qu'en refusant de vivre avec Renaud, rejetait tout cela. David a ensuite pris le téléphone et a dit à Renaud que s'il ne revenait pas à la raison et n'acceptait pas d'emménager avec eux après le mariage, il couperait tout soutien émotionnel et financier. Même si Renaud est financièrement indépendant, ses parents avaient offert de payer une grande partie de notre mariage, et maintenant il menaçait de retirer ce soutien à seulement 3 semaines de la cérémonie. Cette menace nous a profondément touchés car nous avions planifié notre mariage en comptant sur leur soutien financier. Sans cela, nous aurions du mal à payer tout ce que nous avions déjà réservé et organisé. Cela donnait l'impression qu'ils utilisaient leur pouvoir financier pour nous forcer à se conformer à leurs exigences. Nous avons passé les jours suivants dans l'angoisse, essayant de trouver une solution. En réexaminant notre budget, nous avons réalisé que sans la contribution de ses parents, nous devrions soit reporter le mariage, soit en réduire considérablement l'ampleur. Renaud était déchiré entre le fait de défendre notre décision et celui de ne pas vouloir blesser sa famille ou gâcher nos plans de mariage. J'ai suggéré que nous pourrions prendre un prêt pour couvrir les coûts, mais Renaud hésitait à commencer notre vie de couple en s'endettant. Nous avons envisagé de demander de l'aide à mes parents, mais je savais qu'ils ne pourraient pas contribuer beaucoup plus que ce qu'ils avaient déjà offert. Nous avons même brièvement discuté de céder aux demandes de Karine, mais nous savions que cela serait désastreux à long terme. Après de nombreuses discussions et des larmes, nous avons pris une décision. Nous avons décidé d'annuler
Le grand mariage que nous avions prévu et d'organiser une petite cérémonie intime avec seulement nos amis les plus proches, ce n'était pas ce que nous avions envisagé au départ, mais nous avons réalisé que commencer notre mariage selon nos propres conditions était plus important qu'une cérémonie somptueuse. Passer les appels pour annuler les réservations était déchirant. Nous avons dû renoncer au beau lieu que nous avions réservé, annuler le traiteur et informer le groupe de musique qu'il n'était plus nécessaire. Chaque appel semblait nous priver un peu plus du mariage de rêve que nous avions planifié, mais en même temps nous ressentions une certaine libération. Nous reprenions le contrôle de notre situation, refusant de laisser la manipulation de la famille de Renaud dicter nos choix. Nous avons envoyé des messages à nos invités pour leur expliquer le changement de programme. Nous avons été vagues sur les raisons, ne voulant pas étaler nos problèmes familiaux. Mais de nombreux amis ont compris ce qui se passait et ont été incroyablement solidaires. Plusieurs d'entre eux se sont proposés pour aider à la nouvelle cérémonie. Plus petite, un ami s'est proposé comme officiant, une autre s'est occupée des fleurs et une autre encore a offert de préparer notre gâteau. Renaud a fait une dernière tentative pour tendre la main à sa famille en leur envoyant un courriel sincère dans lequel il expliquait notre décision et exprimait son espoir qu'il resterait dans notre vie. Il leur a ouvert son cœur, leur disant combien il les aimait et qu'il espérait qu'ils trouveraient un moyen d'accepter notre décision. Il les a rassurés sur le fait que le fait de vivre séparément ne signifiait pas que nous les excluions de notre vie et qu'il voulait qu'ils fassent partie de notre avenir. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réponse. Quant à moi, je me bats avec des sentiments de culpabilité et de colère. Je sais que je ne suis pas vraiment responsable de cette situation. Mais il est difficile de ne pas me sentir coupable de la rupture dans la famille de Renaud. En même temps, je suis en colère contre leur comportement manipulateur et cruel, surtout celui de Karine. Ça fait mal de voir à quel point ils causent de la peine à Renaud, et j'ai du mal à imaginer retrouver un jour une bonne relation avec eux, même s'ils finissent par changer d'avis. Renaud fait de son mieux pour garder la tête haute, mais je sais qu'il souffre profondément. Il a commencé à voir un thérapeute pour l'aider à gérer tout ce qui se passe, et je peux voir combien il est déchiré. D'un côté, il est en colère contre le comportement de sa famille et sûr de notre décision, mais de l'autre, il lui manque terriblement et il se sent coupable de les décevoir. Parfois, je le surprends à regarder d'anciennes photos de famille avec une expression triste, et cela me brise le cœur. Nous essayons de nous concentrer sur notre amour l'un pour l'autre et sur la vie que nous construisons ensemble, mais il est difficile de ne pas se sentir accablé par cette situation qui pèse sur nous. Notre nouvelle cérémonie de mariage plus modeste est dans 2 semaines à peine, et nous craignons que la famille de Renaud ne tente quelque chose pour perturber notre journée, ou qu'ils continuent leur silence. C'est triste que nous devions penser à cela pour ce qui devrait être le jour le plus heureux de notre vie. Quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à aller de l'avant et à commencer notre vie de couple ensemble avec ou sans leur bénédiction. Et nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous sommes engagés à nous soutenir mutuellement à travers cette période difficile. Nous espérons qu'une fois mariés, lorsqu'ils verront que nous sommes heureux et que nous réussissons par nous-mêmes, ils finiront par accepter notre décision, mais nous nous préparons également à la possibilité que cet éloignement devienne à long terme, voire même permanent. Je n'aurais jamais imaginé que la planification de notre mariage serait ainsi haut. Lieu de choisir des fleurs et de goûter des gâteaux, nous devons planifier comment gérer les drames familiaux potentiels et faire le deuil de relations que nous pensions éternelles. Malgré tout, Renaud et moi nous sommes rapprochés à travers cette épreuve que nous affrontons ensemble en équipe, et je sais que quoi qu'il arrive, nous le surmonterons ensemble.